On ne vous respecte presque jamais parce que vous avez raison. On vous respecte quand rien en vous ne tremble au moment où l'autre essaie de vous déplacer. Voilà ce qui blesse l'ego de tant de gens lucides. Ils ont de bons arguments, de bonnes intentions, une lecture juste, et pourtant ils perdent la pièce. Ils perdent parce qu'ils parlent depuis le besoin d'être reconnus, tandis que l'autre agit depuis le besoin d'imposer un cadre. Et entre quelqu'un qui veut être compris et quelqu'un qui veut tenir la scène, ce n'est pas la vérité qui gagne, c'est la stabilité. Il faut regarder ça en face. Beaucoup de gens passent leur vie à défendre leur vérité comme si le monde récompensait la justesse. Il ne la récompense pas. Le monde teste d'abord votre centre. Est-ce que vous bougez vite? Est-ce que vous vous justifiez? Est-ce que votre respiration change quand on vous contredit? Est-ce que vous surexpliquez pour réparer l'image de vous-même dans l'esprit de l'autre? Est-ce que vous avez besoin que l'injustice soit reconnue tout de suite pour vous sentir intact? C'est là que presque tout se joue. Un homme dit quelque chose de faux à votre sujet devant d'autres personnes. Si vous avez besoin de corriger chaque détail immédiatement, tout le monde ne voit pas seulement votre souci de vérité. Il voit dans votre dépendance à la perception. Il voit que votre stabilité est désormais suspendue à la bouche d'un autre. Et à partir de cet instant, même si vous avez raison, vous avez déjà cédé du terrain. Ce n'est pas agréable à entendre. C'est pourtant l'une des lois les plus froides des rapports humains. La plupart des gens ne savent pas évaluer la vérité en temps réel. En revanche, ils savent sentir qui se contrôle, qui se tient, qui ne mendie pas l'adhésion, qui ne fuit pas le malaise, qui n'est pas obligé de se défendre pour continuer d'exister. La vérité est lente, la stabilité est visible tout de suite. C'est pour ça que tant de personnes justes vivent dans une frustration silencieuse. Elles pensent « je ne comprends pas ». J'ai été honnête, j'ai été cohérent, j'ai expliqué calmement. Oui, mais vous avez expliqué comme quelqu'un qui cherchait encore une permission, comme quelqu'un qui voulait que l'autre dise « tu as raison, tu es une bonne personne, je reconnais ta valeur ». Et dès qu'un être humain sent que vous voulez quelque chose de lui à cet endroit-là, il sait qu'il peut vous déplacer. Le respect ne naît pas de votre dossier, il naît de votre densité. Regardez certaines scènes ordinaires. Au travail, une collègue vous coupe, reformule votre idée comme si elle était la sienne, puis parle avec assurance. Vous sentez une chaleur monter. Vous voulez récupérer la propriété de ce que vous venez de perdre. Alors vous intervenez vite, trop vite, avec cette énergie nerveuse de celui qui veut remettre l'ordre moral au centre. Vous dites quelque chose comme « c'est exactement ce que je viens de dire ». Vous avez peut-être raison, mais si votre ton porte déjà la blessure, ce qui s'impose dans la salle, ce n'est pas votre vérité, c'est votre agitation. À table, dans une famille, quelqu'un vous provoque avec une petite phrase qu'il sait injuste, pas assez violente pour justifier une rupture nette, juste assez sale pour vous faire réagir. Si vous tombez dans l'explication, si vous essayez de démontrer votre intention, votre fatigue, votre bonne foi, la dynamique est déjà installée. L'autre ne cherche pas la vérité. Il vérifie si vous êtes encore gouverné par le besoin d'être innocent aux yeux du groupe. Dans un couple, même chose. Une personne dit « tu fais toujours ça ». C'est faux. Vous savez que c'est faux. Votre réflexe est de corriger le mot « toujours », de rappeler les fois où vous avez été présent, de produire des preuves. Mais dans certaines scènes, les faits ne servent pas à restaurer le respect. Ils servent surtout à montrer combien vous avez peur d'être fixé dans une image négative. Et cette peur se voit. La plupart des gens n'attaquent pas d'abord votre vérité. Ils attaquent votre stabilité parce que c'est là qu'ils peuvent lire votre structure intérieure. Quand vous ne comprenez pas cela, vous vivez comme un avocat de vous-même. Vous entrez dans chaque tension avec des arguments, des nuances, des justifications, des explications propres. Vous croyez jouer sur le terrain du réel. En réalité, vous jouez sur le terrain de la permission. Vous essayez de mériter une place dans la perception d'autrui. Et plus vous essayez de mériter, moins vous imposez. Il faut briser une illusion très profondément ancrée. Expliquer n'est pas un signe de force. Expliquer peut être noble, utile, nécessaire. Mais chez beaucoup de gens, ce n'est pas de la clarté. C'est de l'anxiété déguisée en pédagogie. Ils parlent plus non parce que la situation exige plus de lumière, mais parce qu'ils ne supportent pas qu'une zone d'ombre reste sur eux. Ils ont besoin de réparer la lecture des autres pour calmer leur propre système nerveux. C'est cette dépendance-là qui détruit le respect. Car le respect, le vrai, ne vient pas du fait qu'on arrive à se rendre irréprochable.
Il vient du fait qu'on n'a plus besoin d'être irréprochable pour rester entier. Nuance immense. L'un est une quête sans fin, l'autre est une souveraineté. La personne stable n'est pas celle qui gagne toujours les discussions. C'est celle qui ne se dissout pas quand elle est mal lue. Elle n'est pas froide parce qu'elle est vide. Elle est froide parce qu'elle a cessé de se défendre depuis son manque. Elle choisit quand parler, combien dire, à qui répondre, quel silence laisser travailler. Elle sait qu'une réaction rapide peut soulager l'ego, mais fragiliser la présence. Souvent, ce qui impressionne n'est même pas la réponse. C'est la capacité à ne pas se précipiter vers elle. Imaginez deux hommes dans une réunion tendue. L'un est interrompu, caricaturé, légèrement humilié. Il réagit tout de suite. Voix un peu plus haute. Plus de mots. Plus de précision. Plus de tension. L'autre, dans la même situation, laisse un silence. Il regarde. Il ne se justifie pas dans la seconde. Quand il parle, il ne cherche pas à prouver qu'il est propre. Il recadre le point essentiel. Pas tout, juste ce qui compte. La salle sent immédiatement quelque chose. Pas seulement de l'intelligence. Du poids. Ce poids n'est pas mystérieux. Il vient d'une chose simple et rare. Il n'était pas en train de négocier sa valeur pendant qu'il parlait. Voilà pourquoi tant de vérités meurent dans des corps agités. Elles sortent de gens brillants, honnêtes, lucides, mais encore captifs d'une vieille panique. Si on me lit mal, je perds quelque chose de fondamental. Tant que cette phrase vit en vous, vous serez facilement entraîné dans le théâtre de la justification. Et ce théâtre est épuisant. Il vous vole votre énergie, votre rareté, votre autorité. Il vous fait croire que chaque perception erronée est une urgence. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de perceptions se corrigent avec le temps, avec les faits, avec la cohérence, avec la répétition calme d'une structure solide. Mais si vous cherchez à les corriger dans la panique, vous confirmez exactement ce que vous vouliez empêcher, que votre centre dépend du regard extérieur. C'est ici qu'il faut faire un basculement brutal. Le but n'est plus d'être reconnu comme vrai. Le but est de devenir assez stable pour que le faux ne vous arrache plus à vous-même. Quand cette phrase descend vraiment en vous, quelque chose change. Vous cessez de courir après la réparation immédiate. Vous commencez à observer les scènes autrement. Vous remarquez que les gens confondent souvent conviction et volume, innocence et nervosité, sincérité et débordement. Vous voyez que le pouvoir social ne récompense pas d'abord la pureté morale, il récompense la tenue. Et la tenue n'est pas un talent, c'est une discipline. Cette discipline commence par un renoncement. Renoncez au fantasme selon lequel vous pourrez vivre sans jamais être mal compris. Renoncez à l'idée que toute injustice exige votre plaidoirie. Renoncez à cette dépendance secrète qui vous pousse à vouloir être rétabli immédiatement dans l'esprit des autres. Parce qu'au fond, le problème n'est pas qu'on vous comprenne mal. Le problème, c'est ce que cela réveille en vous. Souvent, ce n'est pas la scène actuelle qui vous fait parler trop vite, c'est un ancien terrain, un vieux besoin, une partie plus jeune qui associe le malentendu à l'abandon, l'accusation à l'exclusion, la déformation à la perte d'amour. Alors vous ne répondez pas seulement à une phrase, vous répondez à toute une mémoire nerveuse, et c'est pour cela que votre vérité n'a pas de poids, elle est portée par une peur. Tant que cette peur commande, vous ne tenez pas le cadre, vous suppliez intérieurement. Les gens le sentent, ils ne le formulent pas ainsi, ils le sentent. C'est là que commence le travail réel, pas au niveau des phrases parfaites, pas au niveau des techniques de communication seules, pas au niveau du charisme de surface. Le vrai travail commence quand vous voyez que votre besoin d'expliquer vient souvent d'un besoin plus ancien d'être sauvé de la mauvaise lecture, et que le respect n'arrive vraiment que lorsque ce besoin cesse de gouverner votre bouche. Alors parlons du cœur du mécanisme. La première chose à comprendre, c'est que la stabilité rassure même ceux qui vous détestent. Elle crée un effet paradoxal. Quelqu'un peut ne pas vous aimer, ne pas partager votre vision, ne pas approuver votre caractère, et pourtant hésiter à vous traiter comme un objet faible, simplement parce que vous ne donnez pas prise. Vous ne réagissez pas comme une porte ouverte à l'intrusion. Vous réagissez comme une structure. C'est pour ça que la présence pèse plus que l'explication. Une explication demande à être reçue. Une présence impose déjà une lecture. Quand vous entrez dans une pièce avec cette urgence invisible de bien paraître, de bien être compris, de ne pas laisser de malentendus, votre énergie devient légère. Pas légère au sens noble, légère au sens manipulable.
Les gens sentent qu'ils peuvent déplacer votre axe avec une remarque, une insinuation, un silence, une contradiction. Ils n'ont même pas besoin de mentir très fort. Il suffit de créer du flou. Vous ferez le reste. Vous clarifierez, vous développerez, vous préciserez. Vous démontrerez votre bonne foi. Et pendant ce temps, le pouvoir change de main. La plupart des gens faibles socialement ne sont pas faibles parce qu'ils manquent d'intelligence. Ils sont faibles parce qu'ils ont horreur de laisser une tension non résolue. Ils veulent nettoyer l'air trop vite. Ils veulent réparer la scène trop tôt. Ils veulent effacer l'inconfort avant d'avoir lu le rapport de force. Cela les rend transparents. Prenez une négociation. Une personne annonce une exigence absurde, vous provoque légèrement, puis se tait. Si vous remplissez le silence immédiatement, vous lui donnez des informations sur votre peur de perdre l'accord, sur votre niveau de dépendance, sur ce qui vous précipite, sur ce que vous ne supportez pas. Vous croyez défendre votre position. En réalité, vous exposez votre structure. La personne stable fait autre chose. Elle laisse le silence exister. Pas comme une technique théâtrale, comme une preuve intérieure. Elle n'a pas peur du vide. Elle n'a pas peur de ne pas être aimée dans la seconde. Elle n'a pas peur d'un instant de flou. Elle regarde ce que l'autre fait dans cet espace. Beaucoup se trahissent là. Ils répètent, insistent, adoucissent, surjouent, se justifient eux-mêmes, révèlent leur impatience. Le silence leur arrache des informations que votre discours n'aurait jamais obtenues. C'est une différence essentielle. Celui qui s'explique en premier donne du matériau. Celui qui tient l'attention lit le matériau. Dans les rapports familiaux, c'est encore plus cruel, parce que les vieux rôles sont déjà installés. Une mère vous parle comme si vous étiez encore l'enfant qui doit se défendre pour être innocent. Un frère glisse une accusation à demi-mot. Un père vous réduit à une version ancienne de vous-même. Si vous répondez depuis l'enfant intérieur blessé, vous rejouez le scénario. Vous voulez être vu correctement par ceux qui n'ont parfois aucun intérêt à actualiser leur regard. Vous devenez captif d'un tribunal qui n'a jamais vraiment voulu les quitter. La stabilité, ici, n'est pas du mépris. C'est un refus de retourner dans la cage. Vous ne devez pas tout corriger. Vous ne devez pas tout réparer. Vous n'êtes pas obligé de gagner chaque scène. Parfois, la seule victoire est de ne plus jouer le rôle qu'on attend de vous. L'ancien vous se serait défendu pendant 15 minutes. Le nouveau vous dit une phrase, ou aucune, puis retire son énergie. Et ce retrait n'est pas une fuite, c'est une coupure d'alimentation. Beaucoup de gens ne supportent pas cela. Ils préféraient votre version explicative, celle qui leur donnait accès à votre intérieur, celle qui s'épuisait à prouver. Quand vous devenez sobre, ils appellent cela froideur. Quand vous devenez précis, ils appellent cela distance. Quand vous devenez moins lisible, ils parlent de changement. Oui, vous changez. Et ce changement dérange parce qu'il supprime des leviers. Ce que la plupart des gens nomment « relation » n'est parfois qu'un accès répété à vos réactions. Une fois que vous comprenez cela, vous commencez à voir les tests sociaux partout. Pas de manière paranoïaque, de manière lucide. Un test n'est pas toujours une attaque ouverte. C'est souvent une petite pression pour voir si vous tenez. Une blague qui rabaisse. Une contradiction gratuite. Une demande déplacée. Une interruption. Une attente de réponse immédiate. Une tentative de vous enfermer dans une explication. Une phrase qui vous oblige à vous positionner trop vite. Le but profond n'est pas toujours conscient chez l'autre. Il veut juste sentir où vous pliez. Et s'il sent que vous pliez à l'endroit de la perception, il reviendra toujours là. C'est pourquoi il faut déplacer votre centre de gravité. Tant que votre centre est dans l'image que les autres ont de vous, vous restez vulnérable. Quand votre centre revient dans votre propre tenue, dans votre cohérence, dans votre discipline, la scène change. Vous n'êtes plus obsédé par le résultat immédiat de l'interaction. Vous êtes attentif à ce que votre propre réponse révèle sur vous. Cette bascule transforme tout. Vous ne demandez plus « Comment puis-je lui faire comprendre que j'ai raison ?» Vous demandez « Est-ce que ma réponse confirme ma souveraineté ou ma dépendance ?» Rien que cette question nettoie énormément de comportements. Elle vous empêche de parler trop tôt. Elle vous empêche de courir après des réparations émotionnelles déguisées en débat. Elle vous rappelle que l'enjeu n'est pas d'être aimé de tous, ni même compris de tous.
L'enjeu est de ne plus devenir faible dès qu'un regard se durcit. Il y a une autre vérité, plus dure encore. La vérité nue ne suffit pas parce que les humains lisent d'abord la forme avant le fond. Ils sentent le système nerveux avant de peser les arguments. Ils se demandent inconsciemment, est-ce que cette personne se tient? Est-ce qu'elle peut rester la même sous friction? Est-ce qu'elle a besoin de moi pour valider sa propre version d'elle-même? Si la réponse est oui, ils perdent spontanément un certain respect, même sans méchanceté particulière. C'est mécanique. On confie difficilement du poids à quelqu'un qui semble pouvoir être dérégulé par la moindre contradiction. Il ne s'agit pas de jouer au marbre ou de tuer toute émotion. Il s'agit d'arrêter de rendre public chaque secousse intérieure. La maîtrise émotionnelle n'est pas l'absence de feu. C'est l'art de décider ce qui a le droit d'atteindre la scène. Et cela demande une brutalité intérieure. Pas contre les autres, contre ses propres habitudes. Il faut voir à quel point l'explication compulsive est addictive. Elle donne l'illusion du contrôle. Vous parlez, vous détaillez, vous clarifiez, et pendant quelques secondes, vous avez l'impression de reprendre la main. En réalité, vous essayez souvent juste de réduire l'angoisse d'être mal positionné. Ce n'est pas du contrôle. C'est un calmant. Le contrôle réel supporte que l'instant reste imparfait. Il supporte qu'on pense provisoirement quelque chose de faux. Il supporte qu'un malaise flotte. Il supporte que la réparation ne soit pas immédiate. Il supporte qu'une scène reste inachevée. Pourquoi? Parce qu'il sait que la cohérence dans le temps pèse plus lourd que l'argument dans la seconde. Les gens oublient beaucoup de mots. Ils n'oublient pas facilement une présence qui ne se dérègle pas. C'est pour cela que certaines personnes gagnent sans sembler forcées. Elles n'ont pas toujours les meilleures phrases. Elles n'ont pas toujours la meilleure morale. Parfois elles sont même moins fines, moins lucides, moins profondes que vous. Mais elles ne se livrent pas au tribunal permanent de l'approbation. Elles occupent l'espace comme si leur centre ne dépendait pas du verdict instantané. Et cette sensation produit une forme de respect brut. La question devient alors plus intime. Pourquoi avez-vous tant besoin d'être correctement lu tout de suite? Pourquoi ce réflexe presque douloureux de corriger, préciser, rectifier? Pourquoi ce refus du flou? Souvent parce qu'au fond de vous, l'erreur de perception n'est pas neutre. Elle réveille quelque chose d'ancien. Être injustement accusé, ne pas pouvoir se défendre, être assigné à une identité qui n'est pas la vôtre, perdre le lien si vous n'arrivez pas à prouver votre innocence. Alors l'adulte croit gérer une conversation, mais c'est l'enfant blessé qui court. Et quand cet enfant court, le monde adulte ne voit pas sa pureté, il voit sa vulnérabilité. Il faut donc faire un travail plus profond que la simple communication. Il faut apprendre à rester intact, même en présence d'une lecture fausse. Pas parce que cette lecture est acceptable, parce qu'elle n'a plus le droit de piloter votre système. Cela change votre regard sur le conflit. Vous n'y allez plus pour être lavé. Vous y allez pour rester aligné. Vous n'y allez plus pour obtenir une absolution sociale. Vous y allez pour ne pas trahir votre propre axe. Le langage devient plus rare, plus propre, plus décisif. Une accusation? Vous répondez au point central ou vous la laissez mourir si elle ne mérite pas votre énergie. Une tentative de vous pousser à vous justifier? Vous refusez le cadre. Une provocation? Vous la regardez comme un test d'accès. Une déformation? Vous choisissez si elle exige une correction stratégique ou si le temps et les faits feront un meilleur travail que votre nervosité. Cette capacité de choix crée l'autorité. Car au fond, l'autorité invisible n'est pas un personnage. C'est une économie. Économie de mots, économie de réaction, économie d'exposition. Une personne stratégique ne dit pas tout ce qu'elle pense, pas parce qu'elle manipule en permanence, mais parce qu'elle comprend la valeur du non livré. Tout ce que vous montrez devient exploitable. Tout ce que vous expliquez révèle une structure. Tout ce que vous réparez trop vite signale une dépendance. Il faut accepter de devenir plus opaque. Pas opaque comme quelqu'un de faux. Opaque comme quelqu'un qui ne donne plus accès à ses mécanismes les plus vulnérables sur simple pression. Opaque comme quelqu'un qui ne transforme plus chaque interaction en autobiographie nerveuse. Opaque comme quelqu'un dont la valeur n'est plus distribuée dans chaque tentative d'être compris. C'est là que le respect commence à changer de texture.
On ne vous traite plus pareil quand on sent qu'une contradiction ne vous désorganise pas, qu'une mauvaise lecture ne vous vide pas, qu'un silence ne vous affole pas, qu'une tension ne vous pousse pas à vous vendre davantage. Quelque chose se ferme, quelque chose se densifie. On sent que vous n'êtes plus une source facile d'informations émotionnelles. Et cette fermeture saine n'éloigne pas seulement les manipulateurs, elle réorganise aussi les autres. Même les gens honnêtes commencent à vous écouter autrement, parce que vous ne parlez plus pour être cru, vous parlez depuis un endroit qui n'a plus besoin de convaincre pour exister. C'est un basculement énergétique immense. Souvenez-vous d'une personne qui vous a marqué par son calme. Pas quelqu'un de passif, pas quelqu'un d'effacé. Quelqu'un qui, dans une scène tendue, ne s'est pas mis à se vendre. Il n'a pas tout expliqué. Il n'a pas couru derrière les malentendus. Il a maintenu sa forme. Peut-être qu'il a dit peu. Peut-être qu'il a laissé une phrase tomber, puis le silence faire son travail. Qu'avez-vous ressenti? Du poids. Peut-être même une légère inquiétude. Parce qu'une personne qui n'a pas besoin de se justifier devient difficile à manœuvrer. C'est cela que vous devez construire. Pas un masque, une structure. Et cette structure se forge dans des moments minuscules. Quand on vous coupe, et que vous ne vous précipitez pas. Quand on vous prête une intention, et que vous ne partez pas dans un roman. Quand on vous provoque, et que vous ne donnez pas votre intérieur en pâture. Quand on veut vous aspirer dans un débat périphérique, et que vous revenez à l'essentiel. Quand on attend que vous paniquiez, et que vous ralentissez. La lenteur maîtrisée est souvent plus dominatrice que la réplique brillante. Parce que la réplique brillante impressionne l'intellect. La lenteur maîtrisée impressionne le système nerveux de l'autre. Elle lui fait sentir qu'il n'obtient pas l'accès qu'il voulait. Elle lui fait sentir qu'il ne contrôle pas votre rythme. Et celui qui contrôle le rythme contrôle souvent la dynamique. Beaucoup de gens échouent là parce qu'ils confondent rapidité et puissance. Ils veulent répondre vite pour prouver qu'ils ne sont pas déstabilisés. Mais l'empressement est déjà un aveu. La vraie puissance peut attendre 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes. Elle peut même quitter la scène sans conclure. Elle n'a pas besoin de tout fermer devant tout le monde. C'est insupportable pour ceux qui vivent de réactions. Et justement, c'est souvent là que vous verrez qui vous respectez vraiment et qui se nourrissait simplement de votre disponibilité émotionnelle. Quand vous cessez d'expliquer compulsivement, certains deviennent nerveux. Ils vous trouvent bizarre, dur, moins chaleureux. Ce qu'ils regrettent, ce n'est pas toujours votre authenticité. C'est parfois l'ancien accès qu'ils avaient à vos secousses. Ne culpabilisez pas de leur inconfort. Leur inconfort signifie parfois seulement que votre système n'est plus ouvert comme avant. Il y a malgré tout un piège. En découvrant cette mécanique, certains deviennent artificiellement froids. Ils jouent au silence comme on joue à un personnage. Cela se voit. Ce n'est pas la stabilité, c'est une armure anxieuse. La vraie retenue ne vient pas du désir de paraître puissant. Elle vient du fait qu'on a moins à prouver. Elle n'est pas théâtrale. Elle est simple, souvent sobre, parfois presque banale. Mais elle tient. Voilà la nuance essentielle. Vous ne devez pas apprendre à avoir l'air stable. Vous devez devenir moins dépendant. Alors la stabilité suit. Moins dépendant de quoi? Du soulagement immédiat, de la validation instantanée, du besoin d'être propre dans tous les regards, de l'obsession de corriger chaque erreur de perception, du fantasme d'une scène sans flou, de la peur de perdre le lien si vous ne vous défendez pas assez. Quand ces dépendances reculent, votre présence change naturellement. Vous vous exposez moins. Vous parlez avec moins de déchets. Vous sentez plus vite les pièges relationnels. Vous ne donnez plus gratuitement la carte de vos failles à ceux qui testent vos limites. Vous devenez rare dans vos explications, donc lourd dans vos mots. Et quand vos mots deviennent rares, ils cessent d'être du bruit. Ils deviennent des actes. Alors oui, la vérité compte. Bien sûr qu'elle compte. Mais la vérité sans structure se fait piétiner. La vérité sans maîtrise finit en plaidoyer. La vérité sans tenue devient une plainte bien argumentée. Le monde n'est pas assez noble pour honorer spontanément ce qui est juste. Il honore d'abord ce qui résiste. Ce n'est pas une vision cynique, c'est une vision fonctionnelle. Et cette vision vous libère parce qu'elle arrête de vous vendre une illusion infantile.
Vous n'avez plus besoin d'attendre que les autres soient équitables pour devenir puissants. Vous pouvez bâtir une présence qui survit même dans l'iniquité. Vous pouvez cesser d'offrir vos nerfs à chaque scène. Vous pouvez décider que votre valeur ne sera plus testée au gré des lectures passagères. Cela ne veut pas dire tout encaisser. Cela veut dire choisir le terrain. Il y a des moments où il faut parler. Il y a des moments où il faut trancher, nommer, corriger fermement. Mais quand vous le faites depuis la stabilité, ce n'est plus la même musique. Vous ne parlez pas pour sauver votre image. Vous parlez pour poser une limite, un cadre, une conséquence. Et c'est là que la vérité retrouve sa force. Non plus comme une demande d'adhésion, comme une colonne vertébrale. Arrêtez donc de mesurer votre puissance à la qualité de vos explications. Mesurez-la à votre capacité à rester lisible pour vous-même quand les autres vous lisent mal. Mesurez-la à votre aptitude à ne pas vous survendre dans une scène tendue. Mesurez-la à la quantité de tension que vous pouvez contenir sans vous trahir. Mesurez-la au nombre de mots que vous n'avez plus besoin d'utiliser. L'homme dangereux socialement n'est pas celui qui menace. C'est celui qui ne tombe pas en morceaux quand on tente de le déséquilibrer. À partir de là, tout change. Vos conflits deviennent plus courts. Vos réponses plus nettes. Vos relations plus révélatrices. Vos silences plus instructifs. Certaines personnes s'éloigneront parce qu'elles ne peuvent plus vous modeler par la culpabilité, la confusion ou l'urgence. Très bien. Ce départ est une information. D'autres vous regarderont autrement. Elles sentiront que quelque chose s'est densifié, que vous n'êtes plus disponible à la moindre intrusion, que votre calme n'est plus de la gentillesse exploitable, mais une forme de souveraineté. Et c'est souvent à ce moment-là que naît un respect différent. Un respect qui ne dépend pas de votre besoin d'être applaudi. Il dépend de votre capacité à rester debout sans témoin. Ne cherchez plus à être le mieux expliqué de la pièce. Devenez le plus difficile à déplacer. Laissez les autres aimer les discours. Vous, apprenez à tenir l'attention. À parler moins quand l'ego veut parler plus. À laisser mourir certaines accusations sans leur offrir votre sang. À corriger seulement ce qui mérite réellement d'être corrigé. À comprendre que votre centre n'est pas un service public. La vérité a besoin d'un corps stable pour devenir crédible. Sans cela, elle reste une belle chose portée par une main qui tremble. La prochaine fois qu'on vous lira mal, ne courez pas immédiatement vers votre défense. Sentez d'abord ce qui se réveille en vous. Regardez la vieille peur, puis choisissez, pas pour être innocent, pas pour être aimé, pour rester souverain. C'est là que commence le vrai respect, et c'est là que le jeu bascule.